Déjà, peut-être pour commencer à me présenter, à présenter mais très rapidement le cabinet où je travaille. Donc, moi, je suis consultante, je travaille au cabinet Concept RSE, qui est un cabinet qui travaille sur les thématiques qui touchent en fait les risques sociaux et sociétaux, à savoir les discriminations, l'égalité femmes-hommes, la question du fait religieux, de la laïcité, voire de la radicalisation, mais aussi tout ce qui va relever de ce qu'on appelle les nouveaux risques sociaux, le harcèlement, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Et puis également, une thématique qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'empowerment et de la capacité d'agir, notamment des citoyens. Alors, déjà, je souhaitais revenir sur le titre parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. C'est un titre qui est en soi déjà plein de sens. Alors, on a image de la diversité, bâtir un monde pluriel ou comment lutter contre les discriminations racistes. Alors déjà, diversité. En soi, je pense qu'on peut interroger ce terme qui est un terme emprunté finalement au langage naturaliste, hein, biodiversité, on entend beaucoup plus souvent ce terme sous cet angle-là, qui renvoie donc à une variété qui compose une biosphère. Alors bien entendu ici, comme une pluralité d'individus qui composent une société ou une micro-société quand il s'agit de parler d'une organisation, par exemple. Alors, ce terme a commencé à être utilisé en France à la fin des années 90 par une importation états-unienne, Diversity. Alors, en France, en effet, jusqu'à cette époque, on parlait, enfin, en tout cas, on partait du principe que le citoyen était universel, sans particularisme, disait Renan. Alors, avec les mêmes droits de fait, et donc, on partait du principe qu'il avait les mêmes chances d'accomplir librement son destin selon ses capacités. Sauf que la réalité est tout autre et plusieurs études ont permis de mettre en lumière des inégalités qui n'étaient pas seulement sociales et économiques, mais qui s'attachaient à d'autres caractéristiques plus individuelles, telles que le sexe ou la race, par exemple. Alors, si le terme sexe est assez clair, quoique, celui de race est bien entendu beaucoup plus problématique. Qu'entend-on par race? Donc, la construction de la race est assez récente puisqu'elle date de la fin du 19e siècle et Nicolas Bancel reviendra largement dessus. Et jusqu'au rejet du racisme, principalement à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire suite à la catastrophe de la Shoah, ce terme est pourtant bien présent dans notre corpus législatif et pourtant il est jugé inadéquat. Quand on l'utilise, l'idée derrière serait que ça reviendrait à valider l'idée qu'il existe des races parmi les humains. De ce fait… Nadia? Oui. Vous pouvez nous partager votre PowerPoint? Pardon? Vous aviez prévu de nous envoyer le PowerPoint, vous pouvez nous le partager? Ah, c'est pas partagé. Non, merci. Pour Je moi. vous interromps plus. C'est bon là? Vous le voyez là? Oui, on le voit. Il manque juste le mode affichage et vous allez… Voilà. Parfait, merci. Très bien. Excusez-moi alors. Je pensais qu'il était affiché. Alors, je reviens effectivement sur la notion de race, mais de racisme, hein, puisque finalement, on laisse de côté, encore une fois, la terminologie de race qui est jugée inadéquate. Mais par contre, on garde le terme de racisme ou de raciste parce que, évidemment, ce suffixe isme renvoie davantage à l'idée d'accorder une force particulière au terme auquel il est rattaché, c'est-à-dire que le racisme, c'est donner une importance exagérée ou un pouvoir, disent certains auteurs, à la race.
Ce terme race lui-même renvoie à une interprétation variée, puisque on l'utilise autant pour renvoyer à la couleur de peau qu'à des phénotypes, bref, à une altérité, à l'étrange, à l'étranger. Mais il ne se confond pas pour autant avec la xénophobie, qui, comme vous le savez, c'est la peur de l'extérieur, la peur de l'étranger. Pourquoi? Parce que cette peur ne suppose pas, a priori, une hiérarchisation. J'ai peur de ce qui me paraît étrange, de ce que je ne connais pas. Alors que le racisme renvoie à une idéologie qui est construite sur l'idée que non seulement il existe des races parmi les humains, mais surtout que certaines sont supérieures à d'autres. Et c'est ce que vous verrez d'ailleurs dans l'excellent, ou vous avez vu sans doute, dans l'excellent documentaire sur les zoos humains. Dès lors, presque automatiquement, j'ai envie de dire, notre société elle va se construire autour de cette idée et va produire des différenciations de valeurs. Et oui, certains ne valent pas autant que d'autres et dès lors ne sont pas traités au même titre que les autres. Pour leur plus grand malheur, bien sûr, puisqu'en général, cette différence de traitement ne joue pas en leur faveur. Au contraire, elle leur porte préjudice. C'est ce que l'on nomme la discrimination. Discrimination raciste reviendrait donc au fait de traiter différemment des personnes à raison de leur race supposée. La loi de 2008, qui traite du sujet des discriminations, parle d'une prétendue race. De ce fait, pouvons-nous dire que toutes les discriminations raciales sont des discriminations racistes? C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes qui activent à un moment donné la race, l'ethnie, le faciès, pensent ou adhèrent à l'idée d'une hiérarchisation? La réponse est non, et fort heureusement. Cependant, les discriminations raciales existent bien. Comment alors expliquer une discrimination raciale sans raciste? L'explication, évidemment, serait trop longue à développer ici et je n'en ai pas le temps, mais vous comprendrez au regard de cette conférence que d'une part, les représentations, à savoir les images, polluent notre pensée sans même nous en rendre compte, et d'autre part, que les formes de racisme sont mutantes. Le racisme se pare de divers habits pour s'adapter à son époque. Je voudrais, de ce fait, maintenant qu'on a à peu près défini le cadre de l'intervention, vous montrer juste quelques données qui sont récentes et qui nous rappellent que la discrimination et que les représentations, finalement, ont des effets dans la vie de tous les jours pour des milliers de personnes. Par exemple, dans l'emploi, une étude qui a été réalisée, la plus récente en fait, qui a été réalisée par une équipe de chercheurs du TEPP, Théorie et Évaluation des politiques publiques, qui est parue en janvier 2020, montre que un candidat dont le nom est maghrébin a 30% de chances en moins d'obtenir une réponse positive à une candidature. Et au-delà, ce n'est même pas de parvenir jusqu'au recrutement, mais la simple demande d'informations sur des caractéristiques du poste ne donne pas lieu à une réponse équivalente, que vous portiez un nom à consonance maghrébine ou un nom à consonance européenne. Alors, vous voyez apparaître sur le slide des entreprises qui ont été montrées du doigt suite à ce testing d'envergure et des noms, bien entendu, connus ne pratiquent finalement cette discrimination. Autre exemple, cette fois-ci dans le logement, 2 études parmi les plus récentes également, où l'on voit que de la même manière que dans l'emploi, le phénotype, le nom, la couleur de peau rendent plus difficile l'accès à un logement, puisque à situation comparable, 38, le profil du candidat subsaharien ou ultramarin, donc la couleur de peau est interrogée ici, a 38% de chances en moins d'obtenir un logement. Pour ce qui est des candidats
dits maghrébins, on est à 28%, et un peu moins pour les candidats asiatiques. Vous voyez que par rapport à l'étude qui a été faite par le CNRS, puisque là il s'agissait d'une étude de SOS Racisme en mai 2019, vous voyez que finalement on a ce rapport qui est un peu du même ordre, donne des chiffres finalement assez proches, puisque là, ils considèrent que pour les Maghrébins, on est à 26,7% de chances en moins d'accéder à un logement. Donc, on voit bien qu'on a une récurrence un peu de l'ordre de grandeur autour de ces sujets. Voilà, tout ça pour vous dire que derrière le questionnement autour des images se cache bien entendu ensuite des représentations qui, elles, vont avoir un effet concret au quotidien sur des personnes, et la discrimination est cet objet-là, justement, sur lequel on veut agir. Donc, le lien entre la construction de la représentation et des images et les impacts sur le quotidien est fondamental. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je vais passer peut-être tout de suite la parole de ce fait à Nicolas Bancel, qui reviendra justement sur la construction de cette notion de race. Nicolas Bancel, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Nadia, merci. Alors à vous, on vous écoute. Ok, merci. Alors, je vais d'abord partager l'écran comme on me l'a appris. Voilà. Donc, je me présente, Nicolas Bancel, je suis historien, professeur à l'Université de Lausanne et je travaille depuis 25 ans maintenant sur la question des imaginaires coloniaux, en particulier sur l'histoire de la colonisation et du postcolonialisme. Alors, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est à une forme de généalogie du racisme, essayer de comprendre comment tout ce que Nadia nous a décrit sur la question des discriminations est advenu, essayer d'en comprendre les racines historiques. Et pour ça, j'ai choisi un thème qui est celui des zoos humains. Alors peut-être avez-vous entendu parler de ce phénomène des zoos humains. Il y a plusieurs films documentaires, dont l'un qui vous sera proposé tout à l'heure. Les zoos humains, c'est un programme de recherche au départ que j'ai mené avec Pascal Blanchard et Gilles Butch à partir de 2002. C'était le premier colloque sur le sujet. Et puis, le sujet s'est beaucoup développé depuis. Il y a maintenant des recherches importantes un peu partout dans le monde. Donc, c'est un sujet qu'on connaît beaucoup mieux. Mais alors, vous allez me dire évidemment, mais qu'est-ce que c'est qu'un zoo humain? Ça paraît être un terme quand même un peu antinomique, un zoo peuplé d'humains. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Bien, j'ai choisi pour commencer de simplement commenter l'image que vous avez à l'écran. Alors, j'espère, je ne sais pas comment, par contre, je peux utiliser. Je ne vois pas comment. Ah, voilà. Je vais juste reprendre cette image-là. Voilà. Cette image-là, donc, qui est justement une photographie d'un zoo humain pris en 1895, comme vous voyez, au Jardin zoologique d'acclimatation, et qui dit bien ce que c'est que le zoo humain. Le zoo humain, en fait, c'est une exhibition d'êtres humains dans des espaces qui sont habituellement réservés aux zoos animaliers, aux animaux. Il peut s'agir de zoos, de cirques, de jardins d'acclimatation zoologique. Et ces personnes sont présentées simplement pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas de spectacle. Il y a simplement leur présence. Ici, on le voit sur cette photographie. C'est une famille d'Achanti, donc, qui a été recrutée par un impresario qui les a proposés au jardin zoologique d'acclimatation. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et vous voyez, sur cette image, on voit assez bien l'organisation finalement de ce que c'est qu'un zoo humain. On voit la barrière qui sépare les visiteurs des visités. Vous voyez un petit peu au premier plan sur la gauche, bien quelques éléments de mobilier qui ont été rapportés d'Afrique. On recrée, si vous voulez, on recrée un peu comme dans le cas du zoo animalier, une espèce de zootop avec une hutte, du mobilier, etc. Et puis donc une famille qui est là simplement pour exister. Et puis les curieux vont venir la voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien cette séparation, cette frontière qui
qui délimite les espaces entre les visiteurs et les visités. Et puis, évidemment, on voit aussi la différenciation culturelle est très marquée ici, puisqu'on voit un couple bien habillé, probablement de la bourgeoisie parisienne, qui vient observer donc cette famille d'Achantuy qui vaque à ses occupations sans se préoccuper par ailleurs de qui les regarde. Donc, voilà ce que c'est concrètement qu'un zoo humain. Maintenant, évidemment, on peut s'interroger, mais comment un tel spectacle, en tout cas une telle représentation est possible. Et pour ça, il faut remonter un peu plus loin, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, j'ai choisi de commencer cette séquence par la fameuse histoire de la Vénus hottentote. Peut-être vous en avez aussi entendu parler, puisqu'il y a un film d'Abdel Kechiche, La Vénustoire, qui a fait du bruit à l'époque, qui retrace assez fidèlement d'ailleurs l'épopée de la Vénus hottentote. Alors, qui était cette femme? Cette femme était une esclave Boshiman, ou Hottentot, peu importe, qui a été capturée en Afrique du Sud en 1810, après que ses parents aient été tués. Elle était âgée d'une vingtaine d'années, peut-être entre 18 et 20 ans à ce moment-là. Elle a été capturée et donc vendue en fait comme esclave à un impresario anglais qui l'a emmenée en Angleterre en 1810 pour la présenter dans des lieux qui sont les lieux, on va dire, de la Londres du spectacle interlope, ces quartiers de Londres qu'on trouve près du port, où vous avez à la fois du music-hall, des spectacles exotiques, de la prostitution aussi, bien sûr, et puis, bien sûr, aussi la présentation de monstres humains, hein, des spectacles qui datent pour cela du Moyen-Âge. C'est la femme à barbe, les sœurs siamoises, la femme poule, etc. Et elle va être présentée donc dans le cadre de ce quartier spécifique de Londres. Alors, le cas de la Vénus hottentote est très intéressant pour nous. Elle a un parcours assez terrifiant, très malheureux, puisqu'elle va déclencher, sur sa présence à Londres, va quand même déclencher un scandale, parce que Londres, 1810, c'est la capitale de l'anti-esclavagisme. Donc, l'équivalent de la Société des Amis des Noirs britannique va s'élever contre la présentation de cette esclave sur le sol londonien, d'autant plus qu'elle est montrée poitrine dénudée. On joue beaucoup sur ses attraits physiques, je vais y revenir. Et donc, ce scandale va déboucher sur un procès au cours duquel d'ailleurs la Vénus hottentote va soutenir son impresario. A-t-elle le choix? Sans doute pas. En tout cas, elle le fait, mais le spectacle est quand même interdit. Donc, elle va être revendue à un autre impresario qui va l'emmener en Hollande. On n'a pas beaucoup de renseignements sur son passage en Hollande. Et puis ensuite, elle est achetée par un troisième impresario en France, où elle va finir sa vie autour de 25 ans, on n'a pas son âge précis. Elle va finir sa vie dans une sorte de déchéance, elle va devenir alcoolique, sa santé va rapidement se dégrader, et puis elle va mourir donc très jeune, très tôt, après donc avoir effectué ce voyage. Alors, c'est intéressant cet épisode de la Vénus hottentote, parce que c'est une sorte de préfiguration du zoo. Ça préfigure parce que pour la première fois, on a la présentation au grand public d'un, entre guillemets, personnage exotique et qui rencontre le succès. Pourquoi rencontre-t-elle le succès? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, à mon avis, il y a plusieurs explications au succès qu'elle rencontre à Londres et à Paris. Première raison, c'est le physique très particulier de la Vénus hottentote. Vous voyez là, sur votre droite, une caricature de la Vénus avec des attributs, entre guillemets corporels, qu'elle présente et qui fascinent au plus haut point le public. Ces particularités, ce sont des fesses qu'elle pige, c'est sa petite taille, c'est également sa poitrine très, très généreuse. On a beaucoup de cas de gravures de ce type qui vont être publiées à partir de 1810 en Europe. Alors ça, c'est extrait d'un ouvrage scientifique, je vais y revenir. Et il y a également une caractéristique qui fascine le public et les scientifiques, c'est les organes sexuels de la Vénus hottentote,
puisqu'elle aurait ce qu'on appelle un tablier au tantôt, donc des grandes lèvres du sexe très développées, qui seraient dues donc à une particularité raciale remarquable de la Vénus. Alors, vous voyez également sur la caricature sur la droite, c'est la présentation de la Vénus dans un salon parisien. On a assez peu de renseignements là-dessus, mais on sait qu'elle a été présentée dans des salons parisiens comme une bête de foire, hein, il faut bien le dire, et qu'elle aurait potentiellement, mais là, on n'a pas de preuves formelles, qu'elle aurait potentiellement été également prostituée. Et là, on voit le lien donc entre l'altérité exotique et l'érotisme aussi de la figure de la Vénus tantote. Mais la Vénus tantote, c'est aussi une figure qui est une sorte de figure frontalière entre l'humanité et l'animalité. Parce que ce début du 19e siècle, on est en pleine recherche en fait sur les races et en pleine recherche sur ce qui fait la différence déjà entre les races humaines et les grands singes. Alors, Darwin n'est pas encore passé par là, bien sûr, mais il y a dans l'anthropologie, ce qui va bientôt s'appeler l'anthropologie physique, qu'on appelle alors des études qu'on trouve chez les naturalistes, des études sur l'homme, il y a cette interrogation de la filiation, de la parenté entre les grands singes et l'homme. Et les Hottentots sont, au début du 19e siècle, placés donc sur cette position d'intermédiaire, en quelque sorte, entre les grands singes et l'homme. Et ça, ce côté, voilà, cette race frontière, en quelque sorte, fascine également le public. On est à la recherche de ce qui va devenir de ce mythique chaînon manquant entre l'humanité et les grands singes. Alors, la deuxième chose, alors, toujours beaucoup de gravures donc, hein, dans les salons de la Duchesse du Barry. Donc, c'est une aquarelle qui est bien postérieure, mais on voit que j'ai choisi cette image aussi parce qu'elle fait perdurer le mythe de la Vénus tantote. On voit aussi que ses attributs corporels sont complètement surdimensionnés. Il y a le contraste qui est opéré dans cette image entre la quasi-nudité de la Vénus tantote et au contraire le degré très haut de civilisation qui est manifesté par les vêtements des aristocrates et des bourgeois qui fréquentent ce salon. Donc voilà, ça a un impact dans le temps important. Deuxième très rapide analyse d'image, avant que je passe à la deuxième séquence, très rapide analyse d'image. Ici, c'est une caricature, une gravure qui a été publiée en Angleterre en 1810. Alors, c'est assez intéressant parce que ça nous montre aussi que l'opinion n'est pas totalement crédule et conquise, je dirais, par la présentation de cette jeune esclave, puisque dans cette caricature, en fait, qu'est-ce qui est moqué? Ce n'est pas véritablement la Vénus tantote, même si on réitère sa présentation quasiment nue, mais c'est plutôt les Londoniens qui sont autour d'elle et qui l'observent. Hein. Et il y a en fait, on dénonce dans cette caricature la curiosité malsaine qui est particulièrement figurée par la femme qui est accroupie, qui au prétexte de nouer ses lacets essaie de regarder sous la petite jupe de la Vénus tantote, voir ce fameux tablier au tantôt. Donc voilà, cette fascination est contrebalancée aussi, en tout cas en Angleterre, par un mouvement sinon d'indignation, en tout cas de critique de ce spectacle. Alors, d'où vient la possibilité d'exhiber un spectacle? Alors moi, je pense qu'au début du 19e siècle, il se passe quelque chose de très important. C'est le glissement d'une forme d'altérité à une autre. Je vous ai parlé tout à l'heure, en introduction, de ces fameux spectacles qu'on retrouve depuis le Moyen-Âge, qui sont des spectacles de monstres humains. Des spectacles qu'on retrouve dans les foires, dans les villages, par des troupes itinérantes, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, dans les cabinets de curiosité, qui sont des entreprises plus savantes et destinées plutôt à un public lettré. Mais on est dans la catégorisation du monstre, hein, de l'altérité physiologique qui est intérieure en quelque sorte aux sociétés européennes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de présence, ou très très peu de présence d'altérité exotique
africains ou asiatiques, on en a quelques-uns, mais ils sont quand même extrêmement rares au début du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on a avec la Vénus tontote? Eh bien, on a une figure, comme je l'ai dit, qui est une figure frontalière entre l'animal et l'humain, mais c'est aussi une figure frontalière entre le monstre et l'humain. Et il y a tout un imaginaire tératologique qui s'est développé depuis au moins le 8e siècle, hein, voire avant si on remonte au grec, mais peu importe, qui s'est développé dans la chrétienté depuis le 8e siècle, et qui est un imaginaire là aussi de la frontière de l'humain avec autre chose, notamment avec l'animal. Vous avez beaucoup de figures dans cet imaginaire tératologique qui sont des figures figures d'hommes-loups, d'hommes-lions, etc. D'ailleurs, les récits de voyage, dès le XVe siècle, vont rapporter des histoires extraordinaires qui semblent vraies à ce moment-là d'hommes singes des îles de Bornéo, d'hommes-lions qu'on aurait vus en Afrique, etc. Et tout ça alimente cet imaginaire tératologique qui, à mon avis, se transfère en quelque sorte vers donc les exotiques qui vont être présentés à partir du 19e siècle. Donc c'est un glissement tout à fait fondamental, si vous voulez, dans l'histoire de l'imaginaire occidental, de passer d'un imaginaire de l'altérité physiologique interne aux sociétés à celui de l'altérité externe, celui de l'exotique. Ici, donc, je passe rapidement là-dessus, un cabinet de curiosité qui participe aussi donc à cet imaginaire donc, des frontières entre l'homme, le monstre, l'homme et l'animal. Je n'ai pas le temps de développer parce qu'il faut que j'aille. Alors, deuxième élément très intéressant dans le phénomène de la Vénus tontote, et là aussi qui est prophétique de ce que vont être les zoos humains, c'est que la Vénus tontote fascine les savants. Elle fascine les savants, puisque, comme je l'ai dit, on est en pleine recherche à ce moment-là, au début du 19e siècle, des séparations entre les différentes races. C'est vraiment l'émergence des théories raciales hiérarchisantes qui sont apparues à la toute fin du 18e siècle. Là aussi, j'ai pas le temps de m'attarder. Et au 19e siècle, début du 19e siècle, qu'est-ce qu'on a? On a un phénomène présent sur le sol français, une Hottentote, la Vénus tontote, et on veut l'ausculter. On veut aller voir vraiment de quoi il s'agit, parce que qu'est-ce que veulent faire les savants? Ils veulent mesurer son corps, ce qu'on appelle l'anthropométrie, c'est une science annexe de l'anthropologie physique. Et l'anthropométrie, ça consiste à mesurer les corps. Et pourquoi on mesure les corps? Parce que c'est à partir de l'anthropométrie qu'on va délimiter les frontières entre les différentes races. Et alors, deux grands savants vont avoir accès à la Vénus tontote. Geoffroy Saint-Hilaire, qui est d'ailleurs, chose tout à fait extraordinaire, le directeur du jardin zoologique d'acclimatation, et puis Georges Cuvier. Alors Georges Cuvier, c'est une sommité aussi. Alors Saint-Hilaire est médecin, il est naturaliste, et Cuvier est également médecin, il est professeur à la Sorbonne, c'est une sommité, l'un des inventeurs, des fondateurs de l'anatomie comparée, etc. Et alors, ils vont analyser la Vénus tontote, ils vont y avoir accès en payant, en soudoyant donc son impresario pour avoir accès à son corps. Il y a une scène d'ailleurs, je ne sais pas si elle est complètement réelle, mais il y a une scène dans le film qui montre Cuvier et Saint-Hilaire donc s'approchant de la Vénus pour pouvoir la mesurer. Et celle-ci résiste à une chose, c'est qu'elle ne veut pas enlever, elle ne veut pas montrer son sexe. Voilà, elle va résister jusqu'au bout, c'est au grand désespoir des deux savants, mais qui vont quand même la mesurer. Et là, qu'est-ce qu'on voit et qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a un croisement en fait. On a un croisement entre le spectacle et puis entre la science raciale qui est en train de se faire. Et à partir de ces mesures, opérées par Saint-Hilaire et Cuvier, on va donc déterminer ce que c'est que la race Hottentote. Et puis, quand la Vénus va mourir, Cuvier va se charger de sa dissection. Là aussi, ils vont acheter le corps à l'impresario, évidemment, son maître possède son corps, et Cuvier va donc procéder à la dissection de la Vénus. Alors, c'est intéressant de noter ce que dit Cuvier, puisqu'il va parler devant l'Académie de médecine,
à la fois pour relater sa rencontre avec la Vénus et puis pour expliquer la dissection. Et il dit ceci, donc dans ce rapport à la clinique de médecine. Ces mouvements avaient quelque chose de brusque et de capricieux qui rappelait ceux du singe. Elle avait surtout une manière de faire saillir ses lèvres tout à fait pareille à ce que nous avons observé chez l'orang-outan. Et il poursuivait de la manière suivante, le nègre, comme on le sait, a le museau saillant, je souligne le mot museau, et la face et le crâne comprimés par les côtés. Le kalmouk et le nègre ont le museau plat et la face élargie. Dans l'un et l'autre, les os du nez sont plus petits et plus plats que dans l'européen. Notre Boshiman, donc la Vénus pantote, a le museau plus saillant encore que le nègre, la face plus élargie que le kalmouk et les os du nez plus plats que l'un et l'autre. À ce dernier égard, surtout, je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne. Donc, on voit que la Vénus pantote sert en fait à délimiter une frontière, la frontière entre l'humanité et l'animalité. Mais elle vient aussi s'insérer dans une hiérarchie des races où, vous l'avez compris, la référence, c'est l'européen. Et c'est l'européen d'un point de vue physiologique. Je ne reviens pas sur les détails de ce que je viens de lire, mais tous ces détails sont des détails physiologiques. Le nez épaté, les os du front, le crâne comprimé, la bouche et le menton saillant, etc., qui dénotent le caractère plus bestial, plus tourné vers la mastication, vers la pulsion de nourriture, etc., maigre, entre guillemets, évidemment, le blanc, dont le blanc échappe, puisque le blanc, lui, il a le front élevé, etc. Il a aussi des marques physiologiques qui le distinguent. Alors c'est très, très important ça, parce que évidemment on est dans un tournant en fait, là aussi, non seulement de l'imaginaire occidental, mais du logos occidental lui-même. Parce que jusque-là, on distinguait les groupes humains, mais on les distinguait à partir de caractéristiques qui sont la civilisation, la géographie, la langue, etc., même si on peut avoir des considérations désobligeantes par ailleurs. Mais là, on les distingue par la physiologie. Et cette distinction et cette hiérarchisation par la physiologie, elle construit en fait tout le racisme moderne, qui est un racisme biologique, qui n'est plus constitué seulement des préjugés qui avaient cours auparavant. Alors, je termine toujours par cette analyse de Cuvier qui dit ceci. Ce qui est bien constaté dès à présent, c'est que ni ces Galas, ni ces Boshimans, les Galas c'est une autre ethnie africaine, ni aucune race de nègres n'a donné naissance au peuple célèbre qui a établi la civilisation dans l'Égypte et duquel on peut dire que le monde entier a hérité des principes, des lois, des sciences et peut-être même de la religion. Aujourd'hui que l'on distingue les races par le squelette de la tête, que l'on possède tant de corps d'anciens Égyptiens momifiés, il est aisé de s'assurer que, quel qu'ait pu être leur teint, ils appartenaient à la même race d'hommes que nous. Ils avaient le crâne et le cerveau aussi volumineux qu'en un mot, ils ne faisaient pas exception à cette loi cruelle qui semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé. Alors, pendant toute cette période qui va de 1815 à 1855, on n'a pas retrouvé beaucoup de traces de présentation de spectacles tels que celui de la Vénus plantaire, comme si celui-ci avait été prophétique de ce qui allait arriver plus tard. On a quelques spectacles à Londres qui devient effectivement, à partir des années 1852-1853, la capitale, entre guillemets, des exhibitions ethniques. Mais en dehors de Londres, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas trouvé grand-chose encore. Peut-être qu'on pourra après, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Et c'est seulement un peu plus tard, à partir de 1877, que va véritablement se développer le phénomène des zoos humains. Ce phénomène des zoos humains, il commence de manière assez anecdotique en fait. Il commence précisément à Hambourg en 1876, donc un an avant la France, par la présentation d'un groupe d'Africains qui sont, je ne sais plus, je crois que ce sont des Galas justement, un groupe d'Africains au zoo de Hambourg. Et cette présentation, elle est opérée par Karl Hagenbeck. Alors, qui est Karl Hagenbeck? Il va jouer un assez grand rôle dans l'essor des zoos humains.
Karl Hagenbeck, on l'appelle le roi des zoos. C'est un entrepreneur qui a de multiples contacts en Afrique et en Asie et qui importe en fait pour les zoos européens la plupart des animaux sauvages qu'on va retrouver dans les zoos en Europe. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des zoos. Et puis en 1876, pour des raisons qu'on n'a pas bien su déterminer, il va donc présenter une troupe d'Africains à Hambourg. Et en 1876, cette présentation connaît un grand succès. Alors, évidemment, ça l'encourage à poursuivre sur cette voie. En 1877, nous trouvons au jardin zoologique d'acclimatation, la même où est prise la photographie que vous avez devant les yeux. Et en 1877, alors le jardin zoologique se trouve dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce qu'en 1870, comme vous le savez sans doute, on a eu la guerre entre la France et l'Allemagne. Et Paris, dans ce contexte de guerre, a donné naissance à la Commune. Et la Commune donc, est assiégée par les troupes de Thiers en 1870. Et les communards qui sont affamés, qui ne savent pas comment se sortir, commencent à manger des rats, ils mangent tous les chevaux de la troupe, et puis ils se retournent sur ce qui reste, c'est-à-dire les animaux du jardin zoologique. Ils vont manger tous les animaux. Et donc, dans les années 1870, eh bien, Geoffroy Saint-Hilaire doit reconstituer en quelque sorte son cheptel et fait appel à Hagenbeck. Et il lui a demandé des chameaux. Et les chameaux arrivent accompagnés de 2 chameliers égyptiens que Hagenbeck a engagés. Et le directeur du jardin zoologique d'acclimatation est très surpris de voir que les chameliers semblent fasciner plus le public que les chameaux. Et il a entendu sans doute aussi le succès qu'avait eu l'exhibition de Hambourg une année plus tôt. Et donc, il va commander à Hagenbeck une troupe africaine, ce seront là aussi des Ashantis, qu'il va présenter dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation. Donc, comme je l'ai décrit au début, dans cette espèce de zootope, tout à fait comparable à l'image que vous avez dans les yeux. Simplement, il y a une condition pour aller voir cette troupe. Il faut payer, je crois que c'était 5 sous en plus. Et donc, on a très précisément l'impact, on va dire, populaire de cette exhibition. On peut mesurer son succès. Et son succès est immédiat. Très intéressant. C'est immédiat. Il y a le jardin va quasiment doubler son nombre de visiteurs en un an. Donc, ça fonctionne. Et bien sûr, le directeur du jardin zoologique d'acclimatation va continuer à présenter ces spectacles. Il va en présenter d'ailleurs jusqu'à la fin de la période immédiate après avant-guerre mondiale, et puis un petit bout aussi après, pendant la période de l'entre-deux-guerres. Ça fonctionne et ça va devenir évidemment un business. Un business, ça l'est déjà pour Londres, mais ça le devient dans les années 1880, ça le devient en fait pour l'Europe entière. Et on a un véritable système économique qui va se mettre en place avec d'un côté donc des grands intermédiaires, toujours Hagenbeck qui va être quand même celui qui va fournir le plus de troupes, mais vous avez tout un tas de petits entrepreneurs privés, d'impresarios privés, eh bien, qui vont se lancer dans l'aventure lorsqu'ils ont des contacts en Afrique ou alors aller sur place directement pour recruter des troupes, tout simplement. Recruter des troupes et puis présenter leur propre spectacle, puisque, ma foi, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison de se priver. À tel point que eh bien, ce système ce spectacle des zoos humains devient un spectacle non seulement français, non seulement britannique, mais ça devient un spectacle européen, comme on peut le voir ici. Alors ici, je vous ai noté tout simplement les principales exhibitions où on trouve des exhibitions ethniques. Il s'agit donc des grandes exhibitions coloniales et internationales que vous trouvez tout au long de la période jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres et même après. On a quelques exhibitions après qu'on peut retrouver en Suisse, par exemple. On aura des exhibitions jusqu'au début des années 1850. Et vous voyez qu'on n'est donc pas face à un petit processus. Là, je vous montre les principales exhibitions. Je ne suis pas en train de vous parler d'une anecdote, je suis en train de vous parler d'un phénomène de masse. Très important de comprendre ça. Je vous donne 2 chiffres. Premier chiffre, vous voyez qu'on a l'exposition de Wembley, où on a plusieurs spectacles ethniques qui sont présentés dans le cadre de cette grande exhibition internationale coloniale de Wembley. Wembley, c'est 24 millions de tickets vendus. 24 millions
qui est vendu. Ce qui signifie qu'on a entre 7 et 8 millions de visiteurs, parce que les gens reviennent plusieurs fois. C'est une exhibition immense. Vous avez tous les pavillons impériaux qui sont présents, les autres empires sont là aussi. Vous avez des dizaines, des centaines d'exhibitions. Donc, on estime, a posteriori, que les gens devaient revenir 3, 4, parfois 5 fois. Et donc, on est autour de 7 à 8 millions de visiteurs. Mais 7 à 8 millions de visiteurs, c'est énorme dans l'Angleterre de l'époque. Deuxième exemple, 1931. Paris, la plus célèbre exhibition parisienne, que peut-être certains peut-être d'entre vous ont entendu parler, l'exhibition coloniale internationale, 1931, où on a là aussi beaucoup de spectacles ethniques qui sont présentés, sous différentes formes, je vais y revenir. Et 1931, je ne me souviens plus du nombre de visiteurs, je crois que c'est 32 millions de tickets vendus. 32 millions de tickets vendus, donc on est plutôt là sur quelque chose comme 9 à 10 millions de visiteurs. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. Si vous rajoutez à tout ça les dizaines, les centaines de petites exhibitions ethniques qui vont tourner dans toute l'Europe, mais là, pas dans des grandes expositions, hein, dans des petites foires locales, voire comme spectacle indépendant. On le retrouve dans des villes vraiment de moyenne importance. Hein. On en retrouve dans des villes de parfois 10 000 habitants à peine. Et donc, c'est tout un circuit international où des troupes circulent en Europe pendant toute cette période. C'est particulièrement intense à la fin des années 1910, enfin, plutôt au début des années 1910, et puis après, au début de l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1930, 1935. Ça va baisser après. Alors, c'est un phénomène européen, c'est un phénomène mondial aussi. Et là, c'est très intéressant. Nicolas ? Oui. Oui, il y a des petites interférences de son. Peut-être que vous avez des documents qui passent sur un micro. Non, voilà, j'ai mon si vous téléphone à côté, ça. c'est peut-être ça. Est-ce que ça va là? Je ne sais pas ce qu'il y a à côté, mais voilà, ça va mieux, effectivement. J'ai enlevé mon téléphone, il n'y avait rien, mais je l'ai enlevé. Peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir des feuilles qui passaient sur l'ordinateur ou sur Ah, le ok, micro. d'accord. Voilà. Oui, c'est possible. J'ai des feuilles. Ça doit être Merci. ça. Il vous reste à Oui, peu oui, près ok. 7 minutes. Ok. Merci. Et donc, merci. Et donc, on a affaire aussi à un phénomène mondial, puisque vous le voyez, là, on a listé également les principales exhibitions qu'on a trouvées dans le monde. Et encore, il y en a ici, on a trouvé il n'y a pas très longtemps, que je n'ai pas noté, notamment en Ukraine, en Pologne, etc. Mais peu importe, vous voyez déjà que nous sommes face à un phénomène mondial avec deux autres grands pôles, un pôle japonais et un pôle américain. Pôle américain, parce que là aussi, on va découvrir à peu près à la même époque, je n'ai pas le temps de développer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais à peu près à la même époque, des exhibitions ethniques vont se développer, mais plutôt avec les sauvages de l'intérieur des États-Unis, comme on dit, les Indiens. Les Indiens vont fasciner les anthropologues raciaux américains, et vous avez beaucoup d'exhibitions d'Indiens. Pour ce qui concerne le Japon, c'est un peu la même chose. Alors, les Japon vont faire beaucoup d'exhibitions sur une ethnie de l'île d'Hokkaido, qui est considérée comme une ethnie un peu sauvage, c'est un peu les sauvages de l'intérieur du Japon. Et là aussi, ils vont commencer par ça à partir de la fin des années 1870, et puis développer ensuite avec les populations exotiques qui les intéressent le plus, les Japonais. Quelles sont-elles? C'est les Coréens et les Chinois, bien sûr. Hein. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir que les exhibitions ethniques au Japon préfigurent en quelque sorte les conquêtes japonaises qui vont être réalisées quand l'empire japonais va s'étendre au cours de l'entre-deux-guerres. Et puis, pour les Américains, donc j'ai dit c'était les Indiens, mais pas seulement les Indiens, les Africains et les Afro-Américains les intéressent aussi, bien sûr, puisqu'ils ont une grande population esclave sur leur territoire. On a donc une situation qui est non seulement européenne, mais aussi mondiale, avec des échanges transnationaux, c'est-à-dire que vous trouvez, par exemple, l'exhibition japonaise en 1899 qui va présenter cette population de l'île de Hokkaido à Tokyo, dans la grande exhibition de Tokyo. Vous la retrouvez où? Vous la retrouvez en 1904 dans l'exhibition internationale de Saint-Louis, Saint-Louis aux États-Unis, la grande exposition universelle de Saint-Louis en 1904. En 1904, vous ne trouvez pas que cette exhibition japonaise. Vous retrouvez plusieurs troupes
d'Africains qui ont circulé en France et en Europe, qui sont envoyés aux États-Unis, là aussi pour participer à l'exhibition de 1904. Donc, on a un phénomène qui est global, on a un phénomène de circulation globale, un phénomène transnational très intéressant qui nous amène, pour donner un chiffre très global qui vaut ce qu'il vaut, qui est vraiment approximatif, mais d'après ce que nous, on peut estimer sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire 1877-1939, on s'arrête en 1939, on a plus de 1 milliard de visiteurs qui ont vu, qui ont assisté à ces exhibitions. Donc, comme je disais, ce n'est pas un phénomène anecdotique, c'est un phénomène de masse. C'est un phénomène de masse et qui est, je dirais, très important pour comprendre la généalogie de nos représentations sur les exotiques. C'est à partir, parce qu'évidemment, les Français, si on prend ce cas-là, ils ne lisent pas les revues d'anthropologie raciale, c'est trop compliqué, c'est à 300 exemplaires. Par contre, ils vont au spectacle ethnique. Et dans le spectacle ethnique, qu'est-ce qu'on voit? C'est une forme de hiérarchie, mais qui est mise sous une forme ludique, en quelque sorte. Vous allez au spectacle, c'est drôle, vous y allez en famille, c'est votre moment de détente. Et donc, il n'y a pas besoin de langage là-dedans. Il n'y a pas besoin de langage, il suffit d'être, de participer à ce spectacle pour être imprégné finalement de ce concept de hiérarchie raciale. Alors, je vais faire deux, trois petites précisions. Parce que, évidemment, quand on m'écoute comme ça depuis le début, on dit bon, après, c'est absolument abominable. Ça l'est, bien sûr. C'est absolument abominable. On a mis en esclavage des gens et puis on les a condamnés comme ça à circuler pour le plaisir des Européens. Alors, c'est vrai et ce n'est pas entièrement vrai. Ce n'est pas entièrement vrai parce qu'à partir des années 1880, deux phénomènes vont se produire. Le premier, c'est qu'on va interdire, on va interdire de prendre comme ça des troupes sans les autorisations administratives, notamment des administrations coloniales. Donc, plus possible. On sait que dans les premières troupes exhibées, il y a eu des troupes qui ont été quasiment raptées. Mais à partir des années 1880, c'est plus possible. Il faut une autorisation de l'administration coloniale, il faut des contrats. Donc, ce sont des troupes qui vont se professionnaliser. Ça, c'est un point important parce que avec cette professionnalisation, avec des contrats qui sont souvent très asymétriques, bien sûr, des contrats qu'on appellerait léonins, mais enfin, on a quand même des contrats. Dans les contrats, il faut assurer la nourriture, il faut assurer les soins, il faut assurer le logement. Enfin, il y a tout un tas de conditions légales en fait, qui sont imposées aux impresarios. D'ailleurs, les impresarios n'ont pas intérêt non plus à ce que leurs troupes, les participants à leurs troupes meurent, parce que pour eux, c'est une perte sèche, tout simplement. Ça leur coûte beaucoup d'argent quand même de faire déplacer ces troupes, ils font à Paris, c'est du business, c'est du business. Mais donc, important, il y a une professionnalisation et il y a parfois même une rémunération, enfin, il y a toujours une rémunération en nature, mais rémunération parfois aussi, de plus en plus, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, de plus en plus une rémunération en bonne et due forme avec de l'argent. Deuxième point, le zoo humain, le spectacle ethnique, il va se diversifier. Alors, il y a toujours, on va dire, cette présentation un peu statique, comme avec la première photo que je vous ai montrée, on a un très bon exemple, mais on a d'autres spectacles qui vont se développer. Des spectacles de théâtre, de reconstitution historique, là aussi on va employer des troupes indigènes. Vous avez par exemple les fameux villages nègres. Les villages nègres, on les trouve dans toutes les exhibitions coloniales. Et on n'est plus exactement dans le même mode de racialisation. Parce que dans le village nègre, vous pouvez avoir un contact avec les exhibés, vous pouvez rentrer dans le village. C'est-à-dire la frontière existe, mais c'est plus une frontière symbolique, une frontière qui est complètement matérialisée par des barrières, par des grillages, etc. Vous pouvez rentrer, vous pouvez éventuellement discuter, même pourquoi pas, avec des artisans du village. Donc, on est dans quelque chose qui est toujours de l'exhibition ethnique, mais qui est plus de l'ordre, je dirais, on est plus dans l'ordre d'un folklore paternaliste avec une dimension raciale, mais beaucoup moins affirmée que dans celle du zoo humain de l'exhibition ethnique initiale. Donc, il y a toute une palette, en quelque sorte, qui se développe à ce moment-là. Et pourquoi ça se développe? D'une part, parce que il faut trouver des formes de spectacle pour continuer à fasciner le public. Si vous continuez à montrer des troupes d'Africains qui ne font rien, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut qu'on spectacularise ou alors il faut qu'on didactise, il faut qu'on rende des choses comme des leçons de choses. C'est ce qu'on va faire dans les grandes exhibitions coloniales. Mais je vais vous donner un exemple qui est très parlant.
En 1931, donc, on a la grande exhibition internationale de Paris, la plus grande exhibition coloniale jamais organisée en Europe. Comme je l'ai dit, 32 millions de visiteurs. 32 millions de tickets vendus, 9 à 10 millions de visiteurs. Et dans ce spectacle, en 1929, est prévue donc une troupe qu'on appelle la troupe des cannibales Kanaks. Alors, les cannibales Kanaks, ça marche à tous les coups parce que les Kanaks ont remplacé les Bochimans et les Hottentots comme la dernière race du monde. Là aussi, race frontière potentielle entre les grands singes et l'humanité. Et puis les Kanaks, ils font peur. Ils font peur, ils ont des os dans le nez, ils mangent de la chair humaine, des milliers, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de caricatures là-dessus en France et en Europe. Donc, ça marche. Mais en 1929, le maréchal Lyautey, qui devient commissaire général de l'exposition, dit non, moi je ne veux pas de ces cannibales Kanaks dans l'exposition. Et pourquoi il ne veut pas des cannibales Kanaks dans l'exposition? Parce que la colonisation se fait au nom de la mission civilisatrice. Si vous présentez des cannibales Kanaks dans une grande exposition internationale, c'est que vous avez raté la mission civilisatrice. On est en Nouvelle-Calédonie depuis quand même la fin du 19e siècle. Donc, s'il y a des cannibales Kanaks qui mangent de la chair humaine, il y a un problème. Donc, Lyautey a bien compris que politiquement, c'était contre-productif. Donc, on refuse les cannibales Kanaks et l'impresario se trouve bien embêté parce que qu'est-ce qu'il va faire avec sa troupe? Alors, pour la petite histoire, qui sont ces cannibales Kanaks? En fait, l'impresario les a entourloupés, en quelque sorte, en leur disant qu'ils allaient représenter la Nouvelle-Calédonie à la grande exposition internationale de 1931. Et ces fameux cannibales Kanaks, de qui s'agit-il? En fait, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là les évolués. Les évolués, c'est une toute petite fraction de la population calédonienne, la population kanak. C'est des gens qui sont passés par l'école primaire française, qui sont devenus, pour les uns, commis d'administration, pour les autres, parfois, instituteurs. Ils sont encore rares, mais il y en a quelques-uns. Bref, c'est des gens qui s'habillent en général à l'occidental, qui visent plutôt l'assimilation. Et quand ils apprennent sur le bateau qu'ils vont devoir jouer les cannibales Kanaks, évidemment, ils sont très embêtés. Il y a d'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode est connu, par ailleurs, il y a le grand-père de Christian Carambeu, le footballeur, fait partie de la troupe des Kanaks qui sont emmenés. Et mais ils sont sur le bateau, ils ont signé un contrat, ils ne peuvent plus revenir, donc ils vont accepter de jouer les cannibales. Le problème, donc, on peut plus, l'impresario ne peut plus les présenter à l'exposition de 31. Donc, qu'à cela ne tienne, il trouve une solution de remplacement, il va les présenter aux Eaux de Vincennes. Il trouve un accord avec les Eaux de Vincennes et les Eaux de Vincennes acceptent de prendre le spectacle. Et là aussi, il faut payer 5 sous en plus. Et le spectacle des cannibales Kanaks, qu'est-ce que c'est? Alors, à 5 heures, il y a le repas des cannibales, qui est très prisé. Là aussi, ça rencontre quand même du succès, un franc succès. Et qu'est-ce que c'est que le repas des cannibales? Alors, on a grimé les cannibales Kanaks. Ils étaient en costard, on leur a mis un os dans le nez, dans les cheveux, on les a peinturlurés, ils ont un petit pagne étroit, voilà. Et puis, ils doivent avoir l'air particulièrement farouche quand ils se tournent vers le public. Et le repas des cannibales Kanaks, donc le repas des cannibales Kanaks, eh bien, on voit, entre dans la grande cage, donc un gardien qui joue la peur, manifestement peur de se faire manger. Il a de gros morceaux de viande rouge et puis il les jette comme ça par terre en s'enfuyant prestement, refermant la porte derrière lui. Et à ce moment-là, les cannibales Kanaks se jettent en poussant des cris bestiaux sur les morceaux de viande qui dévorent à même le sol. Et vous voyez que là, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est d'une part le fait qu'on soit obligé de spectaculariser à outrance le spectacle des zoos humains, parce que sinon, évidemment, ça commence à moins bien marcher. D'autre part que le zoo humain, c'est quoi? C'est un répertoire de nos projections fantasmatiques, tout simplement. C'est un répertoire de notre imaginaire dont finalement les victimes jouent leur propre rôle d'une certaine manière. Et ce phénomène, donc, comme je l'ai dit, ce phénomène va se décliner en de multiples formes. Alors, vous allez me dire, mais les zoos humains, c'est quand même bizarre. Enfin, bizarre. Non, c'est pas très bizarre, mais on n'en a plus aujourd'hui. Et ça a quand même disparu dans la plupart des pays d'Europe. Certains, c'est resté, je l'ai dit, jusqu'aux années 50. Dans la plupart des pays d'Europe, ça a disparu au cours des années 30. Alors, la grande question, c'est pourquoi ça disparaît. Alors, pourquoi ça disparaît? Il y a plusieurs hypothèses. Mais on peut être assez ferme sur plusieurs de ces hypothèses. Première hypothèse, c'est d'une part, il y a d'autres formes de spectacles qui s'imposent dans les années 30. Vous avez tous compris, qu'est-ce qui s'impose à ce moment-là? Le cinéma.
le cinéma, dès les années 20, on a des films d'aventure qui se passent dans les lointains, dans les années 30 aussi, souvenez-vous de King Kong, de Tarzan, de toute cette grande série de films d'aventure au loin qu'on va voir. Et le cinéma, c'est fascinant, hein. Ça crée un effet de choc extraordinaire au cours de l'entre-deux-guerres. Ça se popularise à toute vitesse, hein. C'est le début de la grande industrie cinématographique américaine aussi, qui distribue ses films dans le monde entier. Et donc, il y a cette forme de concurrence du cinéma qui, je pense, n'a pas les preuves formelles, hein, mais qui me semble être en tout cas un facteur d'explication de l'affaissement du spectacle des œuvres. Deuxième explication possible, la lassitude. Je l'ai dit, la lassitude d'un spectacle qui n'a plus grand-chose à faire pour se renouveler. Et on commence à en avoir vu beaucoup au cours de l'entre-deux-guerres. Ça a quand même beaucoup circulé. Je vous ai dit, des dizaines, des centaines de troupes qui sont passées par l'Europe, les États-Unis et le Japon. Donc on connaît. C'est moins spectaculaire. Et puis, troisième facteur d'explication, le fait que les autorités coloniales, comme ça va se passer en 1931 avec Lyotet, mais vont, dans toutes les exhibitions officielles, interdire des exhibitions ethniques à caractère trop violemment raciste. Pourquoi? Comme pour l'Expo 31, parce que ça les dessert politiquement. La puissance britannique comme la française, comme toutes les puissances coloniales, utilisent le même argument pour coloniser et gouverner ailleurs que chez eux. Gouverner les colonies, c'est nous faisons avancer la civilisation moderne, technique, l'instruction, etc., les Lumières pour les Français. Et si vous montrez que vous avez encore des sauvages abominables dans vos colonies, ces positions civilisatrices, comme je disais tout à l'heure, vous l'avez rappelé. Hein. Donc, politiquement, là aussi, c'est plus possible. Donc, voilà un autre facteur qui explique la raréfaction des os humains. Et je pense que tous ces facteurs mis ensemble peuvent expliquer le désintérêt progressif. Il y a un dernier facteur, vous avez oublié, c'est de l'émigration. On oublie ça. Parce qu'on pense que l'immigration, africaine et maghrébine commence, disons, dans les années 60. Alors, ça s'amplifie beaucoup dans les années 60. Mais elle existe déjà dès la fin du XIXe siècle. Alors, j'ai dit en très petit nombre, hein, mais vous avez déjà des dockers noirs à Marseille dans les années 1860. Vous avez déjà des réseaux qui remontent jusqu'à Lyon, avec quelques centaines de Maghrébins qui viennent travailler dans les usines de tissage, etc. Donc, la présence de l'immigration rend l'exotique, entre guillemets, moins exotique. Il l'est toujours, mais il l'est moins. Il commence, dans certaines villes, à faire partie du paysage. Et dans les années de l'entre-deux-guerres, cette immigration va quand même fortement progresser, particulièrement au sud de la France, mais pas seulement. Les principaux réseaux d'immigration maghrébine, ils remontent jusqu'au nord, dès lors, à ce moment-là, dans tout ce grand arc sidérurgique extractif français, on va les retrouver aux côtés des Français, des Belges, des Polonais, qui sont déjà comme bien sûr, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais enfin, ils sont là. Et tout ça, donc, explique la baisse en fait, de popularité de ce mouvement. Alors, je pense que j'ai plus de temps, donc je vais rapidement conclure, sinon je vais me faire gronder. Pour conclure, je dirais qu'on est face, en quelque sorte, à une généalogie, à quelque chose qui a été encore, finalement, assez peu compris, assez peu diffusé. C'est celui d'une des facettes, finalement, de notre histoire, les os humains, une facette qui est l'un des composants, en quelque sorte, de tout ce qui a construit notre imaginaire sur les autres, sur l'ailleurs, sur la race. Parce qu'à côté des os humains, c'est bien évidemment pas le temps d'en parler, mais à côté des os humains, vous avez l'ensemble des romans coloniaux, vous avez les 400 films coloniaux qui ont été produits entre le début du XXe siècle et 1950. Vous avez ces innombrables revues grand public qui font de la colonie, de la représentation de l'autre, l'un de leurs centres d'intérêt majeurs. Vous avez bien sûr les cartes postales, tous ces éléments, vous voyez, culturels qui nous semblent anodins parce que finalement on n'est pas face à des idées, on est face plutôt à des phénomènes qui sont des phénomènes, comment dire, culturels moins saisissables. Hein, évidemment, si vous lisez
le discours d'un anthropologue comme Papillon, vous découvrez son caractère abominablement raciste, vous êtes effrayé. Mais par contre, quand vous allez à un spectacle, quand vous regardez une carte postale, quand vous recevez une photographie, on a fait récemment un ouvrage qui s'appelle Sexe, race et colonie, tous ces composants de notre univers culturel qui, sans rien nous dire, nous construisent en quelque sorte. Eh bien, je pense que c'est l'un des travaux peut-être qui nous reste à faire aujourd'hui si on veut affronter cette mémoire coloniale, si on veut dépasser ce passé qui, de toute évidence, en France, a du mal à passer, eh bien, c'est de travailler sur ce qui finalement a construit les générations précédentes, continue malheureusement en partie de nous construire. C'est pas évidemment tout est pareil, Dieu merci, il y a quand même du changement, mais ça continue à nous travailler, cette représentation inconsciente de la supériorité raciale de l'Européen, de l'Occident, du blanc, et de l'infériorité à toutes les échelles possibles, qu'elles soient civilisationnelles ou biologiques, des autres peuples. Et on voit bien que cette période aussi a élaboré des hiérarchies qui sont à la fois raciales et qui sont à la fois de civilisation. Par exemple, l'Asie est associée à, certes les Asiatiques sont inférieurs racialement, mais on considère que leur civilisation vaut quand même le coup, entre guillemets, par rapport à celle de l'Afrique noire, par exemple, où on n'a jamais, jusqu'à très tardivement, considéré que les sociétés africaines existaient. Et il y a ce lien qui est fait donc entre biologie et civilisation, biologie et supériorité raciale. Et je pense que là, ce que nous apprend le zoo humain, c'est que ces concepts, ils ont circulé et ils ont pénétré par des voies, je dirais, grand public, par des voies culturelles qui semblent, encore une fois, je ne dis pas anecdotiques, mais qui semblent difficilement interrogeables. Et je crois que c'est là-dessus qu'aujourd'hui, on doit travailler, parce que c'est ce qui explique, en fait, j'en suis convaincu, le monde d'aujourd'hui et peut-être une partie de nos problèmes actuels. Voilà, je vous remercie et je vais redonner la parole à Nadia qui anime tout ça. Très bien, merci beaucoup Nicolas Bancel pour cette Nadia, conférence. Pardon ? On t'entend très mal, Nadia. Enfin, moi, je t'entends mal en tout cas. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Vous m'entendez mieux ? Oui, parfait. Très bien. Alors, je vais me faire un peu le porte-voix des participants qui ont pu, grâce au chat, poser un certain nombre de questions et des demandes de précision. Donc, je vais essayer un peu de synthétiser. Peut-être que l'une des premières interrogations ou réactions est autour de l'approche genrée, finalement. Est-ce que les images que l'on donne à cette époque des femmes et des hommes semblent évidemment différenciées, très sexualisées évidemment pour les femmes, avec peut-être plutôt la question de la force de travail pour les hommes. Enfin, comment vous pourriez nous retransmettre un petit peu cette différence de genre ? Ok, oui, c'est une très très bonne question que je n'ai pas eu le temps de développer. C'est une très bonne question. Il y a un érotisme qui est publicitaire, je dirais, dans ces exhibitions, qui fait vendre véritablement. Il y a un érotisme, évidemment, qui est imposé aux femmes, puisque les exhibitions sont pratiquement toutes faites poitrine dénudée. On va même sur des spectacles qui sont vraiment quasiment complètement dénudés. Donc c'est évident qu'il y a un érotisme genré, mais cet érotisme n'est pas seulement ne se dirige pas seulement vers les femmes, n'est pas seulement utilisé pour les femmes. On a également un érotisme masculin qui est très fortement développé. On le voit par exemple dans l'exhibition, on a beaucoup de photographies des exhibitions au jardin zoologique d'acclimatation. On verra aussi des caricatures parues par exemple pour l'exhibition de 1931 à la grande exhibition coloniale internationale de Vincennes, où des cartes postales, des caricatures qu'on voit apparaître dans les journaux montrent des femmes blanches qui sont émoustillées en quelque sorte, fascinées par ces corps là aussi dénudés des Africains ou des Égyptiens. Et donc, il y a un érotisme, mais il n'est pas uniquement dirigé, encore une fois, vers les femmes. Il y a une projection érotique qui est dirigée vers les deux parties. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est dans une société quand même où l'érotisme ou la nudité est proscrite.
Elle est proscrite et on autorise en fait cette nudité dans les images qui sont produites sur les exotiques, comme s'il y avait une forme de libéralité qui était accordée du fait même que ces exotiques n'appartiennent pas en quelque sorte au même monde que nous, que ce soit au même monde civilisationnel, ça c'est bien évident, mais même au même monde racial. Si on peut présenter dans des cartes postales qu'on distribue à des centaines de milliers d'exemplaires et qui sont des choses qui circulent, carte postale, c'est vu par la famille, par les enfants, on voit des femmes qui sont poitrine nue, ça n'existe pas pour les blanches. Pourquoi c'est possible? Eh bien, parce que justement, on est sous couvert d'ethnographie, on est dans un monde finalement où le statut d'humanité des personnes qui sont représentées n'est pas fermement ancré en quelque sorte. Il y a un caractère vacillant de ce statut. Donc oui, l'érotisme existe. Il est évidemment plus fortement utilisé pour les femmes, mais il existe aussi pour les hommes. Et c'est comme si, d'une certaine manière, la libido qui est brimée en Occident, qui est cadenassée par tout un tas de normes qui se sont imposées entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, ces normes aristocratiques et bourgeoises, eh bien, trouvait là une forme d'échappatoire grâce, entre guillemets, à l'exotique. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui. On le verra sans doute demain avec Rokhaya Diallo sur l'image des représentations aujourd'hui autour des corps, en fait, hein, les corps prenant une place prédominante par rapport à l'esprit. Alors, il y avait aussi… On ne voit pas ton visage là, enfin moi je l'ai plus en tout cas. Pardon. Voilà, il faut que j'ai le réflexe à chaque fois de réappuyer sur les, sur les différents points. Alors, il y avait aussi une autre interrogation qui est revenue à plusieurs reprises sur les motivations des troupes qui participaient à ces exhibitions. Alors, on a bien compris que finalement, c'était une forme aussi économique ici, un contrat. Est-ce que là, vous pourriez nous en dire un peu plus finalement, qu'est-ce qui conduisait ces personnes à accepter de jouer ces rôles? Parce que finalement, c'était ce qu'on comprend bien, c'était des acteurs quelque part. Ouais. Oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil, Nadia, on voit ton visage. Je ne sais pas si moi je dois faire quelque chose pour qu'on me voit, mais sinon je ne fais rien, on reste comme ça, c'est pas grave. C'est bon, on vous voit. On te voit. Okay. Non, c'est juste pour le public, moi je vais m'en ficher un peu sinon. Alors, en ce qui concerne la motivation des troupes, oui, c'est une question très intéressante. Donc, pour ce qu'on en sait, parce qu'il faut dire que, et ça, c'est vraiment un problème, il y a la plupart des troupes, on ne sait pas grand-chose en fait. Vous allez voir le film Zoo humain cet après-midi, enfin Sauvage plus exactement. Et l'intérêt de ce film, c'est qu'il a suivi en fait des troupes pas à pas et qu'il montre justement comment elles ont été recrutées, quelles ont été leurs motivations, etc. Alors, ce qu'on peut en dire globalement, à part la première période où, encore une fois, on sait qu'on assiste à des rapts. Là, il n'y a pas de motivation, ce sont des rapts purs et simples de population. Mais pour les autres, c'est-à-dire l'immense majorité, quelles sont les motivations? La première motivation, je pense, c'est tout simplement l'attrait financier. Et il faut être très clair, l'attrait au fait que, avec un petit peu d'argent, on pourra avoir accès à des biens qui sont totalement impensables à la fin du XIXe siècle pour la plupart des Africains, si on prend cet exemple-là. Pour la plupart des Africains, l'économie monétarisée leur est complètement inaccessible. On n'a pas encore, fin du XIXe siècle, une classe intermédiaire qui est intégrée dans cette économie monétarisée. Donc, il y a quand même cette dimension qui est très importante. Maintenant, on voit qu'il y a aussi des troupes qui sont engagées non contre de l'argent, mais contre des éléments en nature, entre guillemets, donc le logement, les soins, etc. Alors, je pense que là aussi, s'est développée une forme de prestige du voyage. Ça peut paraître surprenant en même temps, mais on a quand même plusieurs témoignages là-dessus. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns qui montrent que eh bien, les troupes qui faisaient le tour de l'Europe et qui ensuite revenaient dans leur pays d'origine, eh bien, connaissaient recueillaient en quelque sorte une certaine forme d'admiration. Ça peut être une forme d'admiration
pour avoir découvert ces nouveaux pays, ces choses extraordinaires qui étaient à ce moment-là, là aussi, dans l'imaginaire africain, la puissance technique, les moyens de transport, etc. Donc ça, je pense que ça jouait. Et puis, il faut aussi comprendre que ces contrats ne sont pas des contrats individuels, en règle générale, c'est des contrats de nature collective. Donc, qu'est-ce on demande au chef du village s'il est d'accord pour que lui-même et sa famille élargie, par exemple, puissent prendre part à une troupe. Et dans ce cas-là, c'est lui qui décide pour tout le monde, hein. Donc, c'est sa décision qui peut être la motivée, comme j'ai dit, tout simplement pour des raisons pécuniaires ou de prestige. Et puis, je pense que le dernier point, quand même, c'est que là, on est dans les spéculations, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. On est dans les spéculations, mais il faut aussi s'imaginer ce qu'on peut être les négociations entre les intermédiaires des impresarios et les troupes africaines constituées. Il y a quand même toute une part de ruse, de montage d'un miroir aux alouettes où les gens vont connaître un succès formidable, où on va venir les admirer, où ils vont gagner de l'argent, etc. Bon, et en fait, le résultat, c'est que globalement, ces troupes sont évidemment c'est des contrats, comme je dis, totalement asymétriques. Ils gagnent très, très peu de choses quand ils en gagnent. Ils sont exposés à des maladies. C'est un énorme problème pour les impresarios et surtout pour les exhibés, parce que vous êtes dans des climats que les Africains ne connaissent pas. Une simple grippe peut terrasser la moitié d'une troupe. Et du coup, le taux de mortalité des troupes est très élevé. Non pas qu'ils soient maltraités, ça peut arriver, mais surtout parce que les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas les leurs, la nourriture est différente, le climat n'est pas le leur, les maladies sont très connues, et donc il y a une véritable décimation des troupes, hein. Vous verrez dans le film Sauvage, les quelques troupes qu'ont étudié les réalisateurs, eh bien, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Voilà, mais pour les motivations, je pense qu'on peut énumérer ces quelques facteurs. Alors, merci. Il y a aussi un autre sujet qui interroge sur le fait que finalement, cette histoire est relativement peu connue en France. Dans l'éducation nationale, on n'en entend pas parler, a priori. Les livres d'histoire également de l'éducation nationale n'abordent pas ces sujets-là, ou en tout cas, peut-être pas assez. Est-ce qu'il y a un travail aussi autour de ces sujets pour le faire connaître auprès de nos collégiens, lycéens, etc. Oui, il y a un travail. D'abord, il y a un travail qu'on fait en partie, nous, parce qu'on est aussi invités dans les lycées, etc. On fait ce travail bien volontiers. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Mais je veux quand même dire quelque chose avant de commencer sur les zoos humains, l'apprentissage de toute cette période et voilà, de ce qui constitue notre imaginaire et cette culture et cet imaginaire colonial qu'on a beaucoup étudié, notamment avec Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, etc. Alors, c'est peu connu dans l'éducation nationale, oui et non. Pourquoi? J'explique simplement qu'il y a 20 ans, on m'avait commandité une enquête pour connaître et faire des propositions sur les programmes d'histoire concernant la colonisation. Et alors, j'avais à voir la colonisation et l'immigration. Alors, colonisation, il y avait très peu de choses. Très peu de choses. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, un petit bout de programme, de fin de programme en troisième, où on abordait la colonisation un peu à la va-vite. Bon, et il y avait aussi un petit bout en terminale. En fait, ce n'était pas grand-chose. On a quand même fait beaucoup de progrès dans les manuels scolaires depuis cette date. Et je tiens à saluer aussi les enseignants du secondaire qui se sont engagés aussi, je pense que c'est quand même eux en grande partie qui font les manuels, et qui se sont engagés, je pense aussi, dans une réforme des contenus qui donne lieu aujourd'hui au fait que ces manuels sont beaucoup mieux informés, informent beaucoup mieux sur l'histoire coloniale. On a quand même maintenant des bouts de programme qui sont plus en fin de programme, vous avez des choses qui sont plus structurées. Les zoos humains, c'est vrai, la question de l'imaginaire colonial, elle n'est pas approfondie. Mais les zoos humains ont été traités dans au moins 2 manuels scolaires, je le sais parce qu'on me les a envoyés. Après, il faudrait faire une enquête plus précise sur l'ensemble des manuels pour voir s'il n'y a pas eu de régression là-dessus, ce qui est toujours possible. Mais c'est quand même là aussi des choses qu'on commence, je dirais, à aborder. Alors, il y a encore un effort certain à faire, je pense toujours, malgré ces efforts, que l'histoire coloniale n'est pas
représentée dans les manuels scolaires à la hauteur de ce qu'elle devrait être, puisque c'est quand même 5 siècles d'histoire, c'est une histoire française, transnationale, mondiale, qui nous construit quand même de manière très, très intense entre le milieu du 19e siècle et les décolonisations, et qui continue dans la période postcoloniale, bien sûr, à produire ses effets. Donc, je pense qu'on peut encore faire des efforts. Mais à l'inverse, je pense que pour ce qui concerne l'université, on est là pour le coup très en retard. Parce que moi, je ne travaille pas à l'université française, hein, je suis en Suisse. La plupart des gens que je connais qui ont travaillé sur ces sujets sont des gens qui travaillent à l'extérieur de l'université française. Ce sont des Américains. Un gros travail se fait aujourd'hui en Allemagne, en Grande-Bretagne. Mais sur ces questions-là, ces questions qui sont liées, je dirais, à la construction des représentations de l'eau, d'une forme d'archéologie, des formes d'altérité qui sont construites pendant cette période. Édouard Saïd, avec l'orientalisme, avait posé la première pierre, en quelque sorte, de ce travail. Je pense qu'en France, contrairement à d'autres pays qui ont véritablement pris ça en main, on en est encore très loin. Il y a une espèce de difficulté, je pense, qui tient à des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, qui tient aussi, il faut bien le dire, à la difficulté financière de l'université, parce qu'il y a assez peu de postes en histoire de toute façon, mais il y a très peu de postes en histoire coloniale, enfin il y a assez peu de postes en histoire coloniale, et il n'y en a quasiment pas sur les questions qu'on vient de traiter. Parce que l'histoire coloniale, elle est conçue finalement comme quelque chose qui doit être... on doit étudier les colonies, l'histoire des colonies, de l'administration, de la conquête, etc. Mais ça ne semble pas concerner la France. Nous, notre position, évidemment, enfin, du point de vue duquel je travaille, évidemment, ça concerne la France. Et ça, les colonies construisent la France. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser en profondeur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, encore chez nous, dans le monde académique français, n'a encore que très peu pris, c'est clair. Et d'ailleurs, au-delà même de l'histoire, les études postcoloniales ont du mal à s'imposer également dans le monde académique. Alors j'en profite pour faire une petite pub à mon dernier bouquin qui s'appelle Le postcolonialisme, qui est trouvé après un prix dérisoire aux éditions Que sais-je. Mais comme vous le dites bien, effectivement, il y a eu un rejet très massif des études postcoloniales en France quand elles ont commencé à émerger, c'est-à-dire en partie d'ailleurs avec les travaux qu'on a produits, Rupture postcoloniale, La fracture coloniale, sont des travaux de facture, on va dire, postcoloniale. Mais les études, même les traductions qu'ont fait les éditions Amsterdam, des textes de Spivak, par exemple, ou d'autres, ont été très mal accueillis. L'orientalisme, d'ailleurs, de Saïd a été très mal accueilli quand il est sorti en France au début des années 80. Il y a un problème et un rejet un rejet assez fort à la fois des sciences politiques et de l'histoire, de la discipline historique. Ça a quand même un peu plus percé dans d'autres disciplines. Je le vois en littérature comparée, je le vois aussi dans les études anglophones. Il y a quand même une petite place pour les études postcoloniales. Mais ailleurs, c'est vrai que dans mon domaine, dans le domaine des sciences politiques et de l'histoire, c'est misérable. Il n'y a quasiment rien. Il y a eu vraiment un rejet très fort des études postcoloniales. Au nom de tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais ce que je dis simplement dans le bouquin, c'est que ce rejet général est dommage, parce que dans l'étude postcoloniale, on trouve de tout. Alors, c'est vrai que vous avez des choses très mauvaises, je n'en disconviens pas. Mais vous avez aussi des problématiques qui sont extrêmement intéressantes, qui sont directement en lien, par exemple, avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui sur la construction de la métropole par les colonies. Mais ça va au-delà, ça va aussi, les études postcoloniales ont beaucoup travaillé sur les effets psychiques de la colonisation, sur les colonisés, sur la constitution de fractions dirigeantes qui sont en même temps contre le colonialisme et qui sont culturellement proches des colonisateurs. C'est quand même les études postcoloniales subalternes qui ont mis tout ça à jour. Il y a tout un tas de problématiques tout à fait passionnantes dans les études postcoloniales. Donc moi, je ne suis pas un postcolonialiste acharné. Je dis qu'on est face à un courant très multiple, qui est encore en plein développement, qui est un courant d'ailleurs qui dialogue beaucoup avec lui-même, où c'est des tas de polémiques. Enfin, ce n'est pas du tout un dogme, ce n'est pas une idéologie. Pour moi, c'est une boîte à idées, une boîte à outils dans laquelle il faut faire son choix, il faut sélectionner, il faut croiser aussi. Par exemple, dans l'espace que j'étudie, qui est celui de l'espace de la colonisation en Afrique noire, évidemment, il faut croiser ce qui est de l'ordre des études postcoloniales avec ce que fait par
par exemple à Chimembe, avec ce qu'on fait aux États-Unis sur les Globalization Studies. C'est sûr qu'il faut faire des articulations, mais encore une fois, ce n'est pas un dogme. Donc, il faudrait que je puisse développer les raisons de ce rejet en France, mais en tout cas, je n'ai pas le temps de le faire, mais elles sont contre-productives. Je pense qu'on a peur des études postcoloniales parce qu'elles encourageraient le communautarisme, parce qu'elles seraient sectaires, parce qu'elles ont tout un tas de raisons qui sont aussi des raisons de position universitaire. On ne veut pas abandonner son précaré, on ne veut pas s'aventurer dans des territoires qui ne sont pas les siens ou laisser les autres pénétrer sur votre territoire. Donc il y a aussi des questions beaucoup plus pratiques, hein, mais que là, également, je n'ai pas le temps de développer. Qui explique, et c'est bien dommage à mon avis, le rejet global, pas totalement global. Si vous avez à Paris 8, par exemple, vous avez Elsa Dorlin, vous avez Eric Fassin qui travaille quand même aussi à partir de questions postcoloniales, mais voilà. Et ce que je constate, moi, c'est que en Allemagne, depuis les années 90, ils ont pris ça comme des questions intéressantes. Ils n'ont pas fait non plus des dogmes, mais elles sont traitées, ces perspectives postcoloniales. En Angleterre, ça fait très longtemps. Dans les universités indiennes, je n'en parle pas. Bien sûr, aux États-Unis, c'est là que ça s'est développé le plus, c'est évident. Mais c'est même, je dirais, on enseigne ça aux États-Unis, c'est un peu, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. Ça pose absolument aucun problème. On est un peu les derniers, le dernier pôle de résistance aux élites postcoloniales, et de toute façon, on a raté le coche. Maintenant, c'est un peu terminé, il fallait s'y prendre avant. Maintenant, il y a d'autres choses qui se croisent avec l'étude postcoloniale. Les courants intellectuels sont très actifs, et c'est à ça qu'il faut s'intéresser aujourd'hui. D'accord. Dans un tout autre domaine, il y avait une question qui me paraissait intéressante sur les terminologies même de jardin, d'acclimatation. Aujourd'hui, c'est toujours le terme qui est utilisé. Pourquoi garde-t-on finalement ce terme-là? Le jardin d'acclimatation, ça veut bien dire ce que ça vient dire. Hein. On acclimate. Hein. On acclimate. Donc, voilà. On acclimate donc les espèces. En fait, le jardin d'acclimatation, c'est le fruit d'une démocratisation du zoo. Puisque, comme vous le savez, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin de la monarchie en France, le zoo, c'est un espace qui est réservé à l'aristocratie. En fait, tout part je me souviens plus du nom, c'est justement enfin bon, peu importe, je ne trouve plus le nom, mais de cet espace qui est dirigé d'ailleurs par Buffon à la fin du XVIIIe siècle, et qui regroupe les animaux sauvages qui sont à la disposition de la curiosité du roi et de la cour. C'est pour ça d'ailleurs que les souverains d'autres pays envoient fréquemment des cadeaux sous forme d'animaux qu'on trouve dans ce fameux zoo princier, enfin royal. Vous avez une girafe, vous avez des lions, vous avez tout un tas d'animaux sauvages, et qui sont là à la fois donc pour le plaisir du prince, mais qui sont là aussi pour je dirais l'avancement de la science, puisque Buffon, comme vous le savez, est un grand naturaliste. C'est le rédacteur d'une grande encyclopédie de Buffon. Et cette encyclopédie, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise en fait là aussi à ordonner le monde animal, hein, par une série de ce qu'on appelle de taxonomie, de classement. Donc on classe par espèce, par race, par genre, etc. Et ce zoo entre guillemets royal sert aussi à ça. Il sert aussi à l'édification didactique en quelque sorte du prince et de la cour. Et en fait, ce qui se passe après la Révolution française, c'est que le zoo se démocratise. Il n'y a plus de zoo royal, évidemment, hein, mais les animaux qui étaient dans la ménagerie royale, voilà, la ménagerie royale dirigée par Buffon, on va les retrouver donc aux zoos de Vincennes et au jardin d'acclimatation. Et acclimatation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on acclimate, on recrée des zootopes, hein, c'est des espaces où les animaux vont être dans leur environnement original. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce qu'on voit pour ce qui concerne les zoos humains, c'est le même principe. On acclimate des races dans un espace qui correspond en fait à leur milieu originel. Oui, non, mais le fait de conserver encore aujourd'hui cette appellation peut paraître quand même surprenante. Est-ce que c'est parce qu'on veut garder une trace de l'histoire, ou est-ce que finalement… Non, c'est parce qu'on n'a pas conscience de l'histoire. C'est pas pareil. Ah oui. On n'a pas conscience de l'histoire. Vous savez qu'avec Pascal Blanchard, on a mis très longtemps à faire apposer une plaque à l'entrée du jardin d'acclimatation de Paris, qui est devenu maintenant un lieu, voilà,
touristiques et d'amusement pour l'Ouest parisien. On a mis très très longtemps à faire accepter l'idée qu'il fallait quand même une plaque commémorative pour les innombrables exhibitions ethniques qui avaient été présentées dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation, d'ailleurs, qui avait même, on peut dire, sauvé économiquement le jardin au XIXe siècle. Ça a été un long combat parce que c'est des choses, évidemment, qu'on ne veut pas entendre. Et on peut le comprendre aussi de la part des directeurs du jardin actuel. Mais c'est des choses qui nous semblent, nous, nécessaires, parce que ça fait partie de notre histoire, parce que ça fait partie tout simplement de notre legs, et qu'il faut simplement, sans culpabilité, parce que je crois qu'on est coupable de rien, mais assumer comme on a pu assumer aujourd'hui, je ne sais pas, l'histoire de Vichy, par exemple. L'histoire de Vichy, c'est une histoire qu'on a en gros dépassée quand même, qu'on a accepté. Voilà, il y a eu des collaborateurs très bien. La France, majoritairement, s'est rangée sous les auspices du maréchal Pétain parce qu'on voyait avec lui comme sauveur. Jusqu'en 1943, fin 43, début 44, c'était comme ça. On n'a pas voulu l'admettre après la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'histoire a fini par faire son travail. Il faut du temps. Il faut du temps, j'en ai conscience. Et ça finira aussi par... je pense que ça finira aussi par se faire pour l'histoire coloniale et postcoloniale, parce que non seulement le temps commence à passer, et puis d'autre part, parce que je pense qu'on en a besoin, tout simplement. Ouais. Alors, est-ce qu'on sait quand même par rapport à ces exhibitions, quelle a été la réception du public? Est-ce qu'il y a eu est-ce que c'était finalement une fascination auprès de l'ensemble du public, ou est-ce qu'il y a eu peut-être des personnes ou des groupes qui ont été un peu choqués par ces exhibitions à l'époque? C'est notre problème, c'est très difficile de le savoir. Pour la Vénus de Tantone, bon, tu es quand même dans un spectacle qui, en même temps, était un spectacle d'une jeune esclave, mais qui était aussi un spectacle libidineux, érotique, défiant la morale, donc qui était facilement attaquable par les ligues, je dirais, anti-esclavagisme de vertu. Ensuite, dans la dernière partie du 19e siècle, on a des exhibitions qui sont, voilà, d'abord qui sont dans ce cadre animalier qui excite la curiosité en quelque sorte, mais où il n'y a pas de maltraitance non plus, entre guillemets, une maltraitance fondamentale, si vous voulez, ontologique, mais il n'y a pas on ne fouette pas les gens dans les hommes, ils sont là juste pour exister, ils sont nourris, ils ont une famille, on les loge, etc. C'est comme des animaux en fait, tout simplement. Et on n'a pas vu dans la presse, sauf cas spécial, de protestation contre ce spectacle. Alors, je dis sauf cas spécial parce qu'on a au moins 2 ou 3 exhibitions où des gens sont malades. Et notamment, je me souviens très bien d'une exhibition fin 19e où une femme est très malade. Donc, elle tousse, elle est vraiment en mauvaise santé, elle est très amaigrie. Et là, il y a quand même des réactions dans la presse. Enfin, c'est scandaleux qu'on nous présente cette pauvre femme, etc. Mais pour le reste, non, il n'y a pas de protestation, il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité. Mais il n'y a pas de. Je dirais que dans la grande presse non plus, il y a un racisme ordinaire, on va dire, mais pas agressif. Et les gens qui vont au spectacle, ils vont pour se distraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'y vont pas pour dire ah, on est quand même bien supérieur à cette race d'ignorants et de gens sans culture qu'on nous présente. Non, ils y vont parce que tout au long du 19e siècle, qu'est-ce qui fait la passion du public? C'est l'exotisme, c'est les voyages au loin, c'est les premières expéditions coloniales, c'est les peuples farouches qu'on nous présente dans des revues spécialisées comme Le Tour du Monde ou le Journal des Voyages, qui ne sont consacrés qu'à ça, qui tirent des centaines de milliers d'exemplaires. Et on y va par curiosité, on y va sans aucune comment dire, en voulant se convaincre de quelque chose d'idéologique. Simplement, on est imprégné par le spectacle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, Antonin Artaud disait quelque chose de très puissant. Il disait, on n'est pas endoctriné par des idées. On est endoctriné par ce qu'on voit et par le corps. Je le cite très mal, mais en gros, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, ce qu'on voit, ça ne nous dit rien, mais ça nous parle en même temps et ça nous construit. Quand vous allez voir un zoo humain, vous n'êtes pas du tout conscient que vous faites un acte raciste. Vous y allez parce que, globalement, d'abord, ça a l'air très, très, très intéressant. Vous ne connaissez pas ces populations et vous allez passer un bon moment, tout simplement, parce que vous allez découvrir ces populations. En plus, vous avez des petites brochures qui sont données où on vous explique les caractéristiques de ces races. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais là aussi, on va étudier ces gens, les anthropologues vont étudier ces gens qui sont dans les zoos humains en échange donc, de ces petites brochures. On va s'instruire, on va s'amuser. On ne va pas
consciemment construire des images dévalorisantes, stigmatisantes, raciales. Mais on en est imprégné. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les théories racistes qui font les racistes. C'est les éléments symboliques qui circulent partout et dans toutes les dimensions de notre culture et qui nous construisent. C'est ça qui construit le racisme. Tout à fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les effets finalement de ces exhibitions d'époque, on a vu tout à l'heure qu'elles continuaient à avoir des effets concrets. Est-ce que s'il y avait une ou deux idées à partager sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour essayer de dépasser ces représentations construites à l'époque et dont il reste des traces encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut travailler comme on travaille. Moi, je ne crois plus à l'antiracisme moral. C'est-à-dire l'antiracisme moral qui consiste à dire être raciste, c'est mal. Bon, c'est vrai, mais en même temps, ça ne produit pas tellement d'effets. Alors, on a quand même fait des progrès aussi dans ce domaine depuis les années 70, parce qu'on a des sondages aussi pour mesurer la question du racisme. Et de toute évidence, ça a baissé quand même. Donc, il y a aussi, je pense, là, un des effets de l'enseignement. Peut-être qu'on mésestime encore aujourd'hui, mais où est enseigné aussi dans nos écoles eh bien, l'égalité, des choses tout à fait basiques, même si il y a encore du progrès à faire. Mais je vous assure que par rapport à ce que vous trouviez il y a 20 ans, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc, il y a cette transformation. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Il faut continuer à travailler et à penser qu'on ne combattra pas le racisme par des injonctions, mais on le combattra par la connaissance. Par le fait, je vais vous faire un aveu tout à fait personnel. Moi, je viens d'une famille de gauche, d'intellectuels de gauche, d'artistes. Donc, le racisme, pour nous, c'était totalement impossible. Enfin, on était antiracistes au dernier degré, on croyait à l'égalité des races. Voilà. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à découvrir toutes ces images de la colonisation, etc., et ben, j'ai compris que j'étais aussi construit par ça, malgré ce que je croyais être. Et ça, c'est important. Et c'est en fait donner les moyens de réfléchir à leur propre construction, tout simplement. À savoir d'où on vient. C'est pas grand-chose. On vient d'une histoire qui est complexe. La colonisation est une histoire coloniale, une histoire complexe. Elle n'est pas seulement horrible, c'est une histoire complexe. Elle a donné, entre autres, ça, les os humains, ces innombrables, je l'ai dit, vecteurs culturels qui ont construit cette culture coloniale, cet imaginaire colonial, qui a évidemment ne s'est pas arrêté en 1962, ce serait trop facile. C'est là aussi où l'intérêt des études postcoloniales est manifeste. C'est qu'un imaginaire, vous ne l'arrêtez pas comme ça par un décret politique ou un acte historique. Non, un imaginaire, ça se perpétue, ça se déconstruit, un imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les construire? Il faut faire des choses comme on fait aujourd'hui. Il faut faire des livres comme j'essaye d'en écrire. Il faut faire des films comme celui que vous allez voir tout à l'heure. Il faudrait peut-être aussi un jour qu'on institutionnalise cette mémoire. Peut-être que c'est ça l'une des clés. Alors, moi, j'aime pas trop en fait l'idée, mais est-ce que ce serait pas une idée pour légitimer cette histoire comme l'une des composantes importantes de notre histoire globale, française, mondiale, transnationale? Ce serait pas de créer un musée, tout simplement, mais peut-être pas un musée dans une forme poussiéreuse de reliques, peut-être un musée où il faudrait qu'on ait qui soit fondé sur l'échange, sur le dialogue, sur des colloques internationaux, sur des réflexions, voilà, plus que sur un parcours permanent un peu poussiéreux. Moi, je vois quelque chose de beaucoup plus vivant, interactif, de transformable. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Et le musée de la Porte Dorée ne remplit pas cette fonction en principe? Pas du tout, parce que le musée de la Porte Dorée, je vous le rappelle, est un musée de l'histoire de l'immigration. J'ai d'ailleurs démissionné du conseil d'orientation pour cette raison, parce qu'avec le musée, le MNHI, qui par ailleurs peut faire des choses bien sur l'immigration, c'est un autre problème, c'est une autre question. Mais le musée de l'histoire de l'immigration, il est dans un lieu qui s'appelle le Palais de la Porte Dorée, qui était le palais des colonies en 1931. Et dans ce lieu, sur les façades de ce lieu, vous avez les immenses bas-reliefs qui racontent l'histoire coloniale de la France et de sa mission civilisatrice. C'est quand même incroyable. C'est à ciel ouvert. Il suffit de regarder, quoi. L'intérieur du musée est
est une ode, je dirais, à la colonie française. Vous avez le bureau de Lyautey qui est conservé tel quel, vous avez les immenses fresques de la salle principale, etc., etc. Donc, ce lieu, de toute évidence, ne devait pas être le lieu de l'histoire de l'immigration. Ce n'est pas l'histoire de l'immigration, c'est l'histoire de la colonisation. Alors, elles sont liées par certaines parties, mais là, c'est un bâtiment qui est entièrement symbolique de la colonisation. C'est peut-être le dernier grand bâtiment, d'ailleurs, symbolique de la colonisation. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait autre chose qu'un musée colonial. Et ça en dit beaucoup, ça, sur notre difficulté, justement, à travailler cette période et à faire quelque chose qui aurait un sens. Le sens, bien sûr, de ce musée, de ce bâtiment, c'est d'être un lieu de mémoire, sous quelque forme que ce soit, de la colonisation. Les musées d'immigration, on aurait pu le faire dans beaucoup d'autres lieux possibles, qui seraient là pour le coup, des lieux de mémoire de l'immigration. Il y en a beaucoup, encore une fois.